Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde qui va chercher à explorer pendant 1 heure les dynamiques qui existent ou qui peuvent exister entre les hubs territoriaux numériques inclusifs, les tiers-lieux et les Fab Labs. Je m'appelle François Huguet, je suis chercheur sur les questions d'inclusion et de médiation numérique. Je suis également ambassadeur des événements numériques en commun pour la mission Société numérique. Je me déplace d'événements numériques en commun à d'autres événements numériques en commun pour essayer de tisser une narration commune entre ces différents événements et animer et rapporter ce qui se dit dans chaque NEC local. Alors, pour revenir à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, depuis plusieurs années, et notamment à l'initiative du monde privé que du monde public, il y a de nouveaux lieux d'activité qui apparaissent, des nouveaux lieux d'activité et de services et qui se sont créés partout en France et sur n'importe quel type de territoire, des lieux d'activité et de services qu'on a décidé d'appeler des tiers-lieux. Alors, différents acteurs se sont structurés justement pour coordonner ces différents lieux d'activité et de services. Il y a eu des moments d'interrogation assez importants ces dernières années sur les lieux. Je pense notamment à la Biennale de design de Saint-Étienne l'année dernière qui portait sur cette thématique-là, à celle d'il y a 2 ans auparavant qui faisait également un grand focus sur la question des tiers-lieux. La Biennale d'architecture de Venise il y a 2 ans portait aussi sur ces questions. Et tout récemment, l'État français a d'ailleurs reconnu l'importance de ce mouvement en créant le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a créé ce programme qui a fait apparaître notamment le financement de ce qu'ils ont appelé les fabriques de territoire. Alors ce programme-là, Nouveaux lieux, nouveaux liens, il est inclus, figurez-vous, dans les missions de la mission Société numérique, ce qui n'est pas un hasard quand on explore un petit peu les problématiques auxquelles doivent faire face à la fois les hubs, les Fab Labs et les tiers-lieux. Alors, pour parler de ça aujourd'hui, on va accueillir 4 intervenants que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette table ronde. Et pour commencer, on va accueillir Clélia Albert, mais avant ça, on va avoir une petite vidéo. Avant chaque intervenant, on va avoir une petite vidéo. Donc, une petite vidéo de 3 minutes qui présente le hub Aquitaine, le hub numérique inclusif UBIC. Bonjour, Clélia Albert, chargée de développement territorial pour UBIC. Bonjour, je suis Émilie Pétavin, chargée de mission à ATIS, Association de territoire et innovation sociale. Clément Dulude, j'ai co-construit et lancé UBIC avec nos partenaires territoriaux en Nouvelle-Aquitaine. Alors l'inclusion numérique pour moi, c'est pas forcément le numérique pour tous, partout et tout le temps. L'inclusion numérique c'est plutôt d'accompagner chaque citoyen pour leur permettre justement de profiter de l'ensemble des opportunités qui sont aujourd'hui offertes par le numérique, tout en bien sûr évitant le décrochage des personnes les plus en difficulté. UBIC, c'est un centre de ressources régional à destination de tous les acteurs de l'inclusion numérique, qu'ils soient collectivités locales, porteurs de projets, acteurs de terrain ou encore entreprises. L'objectif, c'est de faire tel un hub, interface et mettre en réseau tous ces acteurs dans leur grande diversité pour les outiller et les accompagner à développer des actions d'inclusion numérique. Donc ça va être au travers par exemple de l'offre d'accompagnement qu'on a co-construit avec Atis et qu'Émilie va vous présenter juste après, et également de dispositifs comme le dispositif qu'on est en train de co-construire sur la formation pour permettre à chacun de pouvoir être formé en tant qu'aidant numérique ou médiateur numérique. Pour faire le parallèle avec Bordeaux Métropole, c'est finalement permettre à tous les acteurs néo-aquitains de pouvoir bénéficier de formations comme c'est le cas pour les acteurs sociaux de Bordeaux Métropole avec bagage numérique minimum de l'espace Cézanne. Formation, équipement pour tous, indice de fragilité numérique ou encore insertion et numérique. On vous donne rendez-vous lors de HNM 2020 pour vous en dire plus sur nos nouveaux chantiers de la rentrée.
ATIS, est Association de Territoire et Innovation Sociale, est partenaire de la CICUBIC depuis sa création. ATIS accompagne l'émergence et le développement d'entreprises socialement innovantes, des entreprises qui ont un impact social fort, qui créent de l'emploi sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui est particulièrement intéressant sur le partenariat entre UBIC et ATIS, c'est la complémentarité des expertises entre inclusion numérique et innovation sociale, accompagnement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors la crise sanitaire du Covid-19 a été pour nous l'occasion de nous impliquer fortement dans le projet Solidarité numérique. Donc, Solidarité numérique, c'est une initiative qui a été lancée par la MENLUM et le secrétariat d'État au numérique, et afin de mettre en place un centre d'appel pour les urgences numériques. Ce sont plus de 2000 volontaires qui se sont mobilisés pour répondre au téléphone à toutes les demandes liées au numérique des citoyens. Et donc nous avons contribué avec tous ces partenaires à construire la plateforme pour pouvoir répondre aux urgences alors même que tous les lieux d'accompagnement habituels étaient fermés. Ça a aussi été l'occasion de nous rapprocher de tous nos partenaires pour mieux comprendre leurs besoins et dessiner ensemble les solutions de l'après-crise. Bonjour Clélie. Bonjour à tous. Je vais commencer par présenter UBIC. Comme on l'a présenté dans la vidéo, UBIC, c'est un ensemble des acteurs de l'inclusion numérique, que ce soit des acteurs publics ou privés, associations, tiers-lieux, tous les acteurs de l'inclusion numérique. On est l'un des 11 hubs territoriaux pour un numérique inclusif qui ont été lancés mi-2019 sous l'impulsion de la Banque des territoires et du programme Société numérique de la NCT. On fait partie des grands dispositifs qui ont été lancés dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif lancée en 2017. Et donc, l'objectif, c'est donc à la fois de faire réseau, de mettre en réseau toutes ces parties prenantes de l'inclusion numérique et de pouvoir accompagner au mieux ces acteurs dans le développement de leurs solutions d'inclusion numérique. Donc, comme on l'a présenté dans la vidéo, on a à la fois, donc je disais, ce volet collectivité territoriale, mais là, pour faire le lien avec le sujet, je vais faire un focus plus sur l'accompagnement de projet, donc une offre d'accompagnement qu'on a co-construit avec Émilie Pétavin d'ATIS, Association Territoire et Innovation Sociale, qui est notre partenaire, pour pouvoir accompagner les acteurs de terrain. Donc, on a plusieurs dispositifs, un d'incubation pour l'accompagnement à l'émergence, un second qui est plus accompagnement au développement, qu'on appelle programme Passage à l'échelle, et dans le cadre duquel on va accompagner notamment Marc Fontaine, qui est présent aujourd'hui du Fab Lab Ben, pour l'accompagner dans son changement d'échelle sur ses projets d'inclusion numérique. Et enfin, un dispositif qui s'appelle du transfert de savoir-faire. Et là, on accompagne et on finance un transfert de savoir-faire, une professionnalisation pair à pair. Et là encore, pour citer un exemple concret en lien avec le sujet du jour, là, par exemple, la semaine dernière, on a eu l'occasion d'en lancer un entre deux tiers-lieux, entre le 400 qui est basé à Brive, en Corrèze, et qui souhaite développer des actions de médiation numérique à partir de la rentrée, et l'ASMALA, qui est un tiers-lieu qui est basé à Saint-Julien-en-Born dans les Landes, et qui a développé des actions de médiation numérique depuis un certain nombre d'années. Au-delà d'être tiers-lieu, ils sont aussi également espace de vie sociale de la CAF, ils ont plusieurs points communs. Et donc, Paco, qui est médiateur numérique de l'ASMALA, accompagne le 400 et leur partage son expertise et ses retours d'expérience sur l'accompagnement des publics. Je voudrais aussi dire un mot, finalement, j'ai dit qu'on avait 11 hubs territoriaux pour un numérique inclusif. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'en avoir un second à titre expérimental qui a pour vocation de plutôt travailler sur l'inclusion numérique des professionnels et de faire du lien avec notamment les Fab Labs et les procédés de fabrication.
voilà, on avait prévu de revenir un petit peu sur les enjeux de l'inclusion numérique. Bon, je vais passer rapidement parce que je pense que le public a déjà assez sensibilisé, mais pour nous, c'est d'abord un enjeu social pour permettre aux personnes les plus en difficulté d'accéder à leurs droits dans un contexte de dématérialisation. C'est aussi un enjeu citoyen pour permettre, redonner du pouvoir d'agir aux citoyens, favoriser l'insertion professionnelle, favoriser l'apprentissage aussi. On l'a vu notamment pendant le confinement et toutes les questions de continuité pédagogique. Et enfin, aussi un enjeu économique pour encore une fois, les petites entreprises éloignées du numérique. Et là encore, la crise sanitaire a bien mis ça en lumière, l'importance de l'inclusion aussi des petites entreprises pour assurer la résilience en temps de crise telle qu'on l'a connue. Et donc, je vais introduire du coup Chloé Rivollet de la coopérative des tiers-lieux, avec qui on travaille régulièrement, puisque donc, nous, on accompagne tous les acteurs de l'inclusion numérique, donc pas seulement les... Merci pour cette super intro à deux voix. Donc, je suis effectivement Chloé Rivollet, responsable de l'animation du réseau au sein de la coopérative des tiers-lieux. Donc, c'est un peu jargonneux tout ça. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous dire qu'à la COP, on a 3 domaines d'activité principaux qui sont le réseau, le laboratoire et l'école. Mais je ne vais pas vous bassiner avec tout ça. Moi, je vais me concentrer sur ma partie qui est donc le réseau. Pour vous raconter rapidement, ça fait 10 ans qu'on existe à la coopérative des tiers-lieux. On est né de cette idée de faire réseau entre des gérants, porteurs de projets, faiseurs de tiers-lieux, à l'époque en ex-Aquitaine. Et donc, on avait cette envie de se mettre en lien pour s'entraider et aussi les petits nouveaux à se structurer plus rapidement, leur permettre de bénéficier de nos retours d'expérience. Donc, c'est comme ça que la COP est née et que cette notion de réseau a vu le jour. Donc là, vous avez la carte des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine qui date de 2019, sur laquelle on avait recensé 250 tiers-lieux. On est en plein recensement actuellement. Je pense qu'on va être plus ou moins sur les mêmes chiffres. D'année en année, on en recense des nouveaux, donc on va plutôt être aux alentours de 270 tiers-lieux à mon avis. Et peut-être que parmi vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est quoi un tiers-lieu, c'est quoi ce truc avec lequel il nous bassine et on ne comprend rien. Je ne peux que comprendre, puisqu'il y a quelques années, moi non plus, ça ne parlait pas du tout. Donc, pour essayer de faire très simple, nous, les tiers-lieux, on a tendance à les appeler aussi des espaces de travail partagé et collaboratif. Travail au sens activité, je tiens à le préciser. Ce n'est pas forcément des lieux dans lesquels on vient travailler, faire notre activité professionnelle. On peut aussi mener des activités ludiques à côté, sur un autre temps de vie finalement, d'où le mot tiers-lieu. En fait, c'est à mi-chemin entre la maison et l'entreprise. Et donc, c'est un lieu dans lequel, a priori, tout public peut s'y retrouver. La porte est grande ouverte pour tout le monde, pour expérimenter ce que vous voulez. Chacun met à profit ses compétences et ses envies pour le projet commun. Le lieu, c'est le lieu, le projet commun. Et donc, pour être un peu plus concrète, ça prend des formes variées. Maintenant, on connaît de plus en plus les espaces de coworking dans lesquels des indépendants, des salariés en télétravail ou bien des petites entreprises viennent mener leur activité plutôt tertiaire. Donc là, moi, je suis dans un espace de coworking à Florac. Donc, la connexion est partagée, ce qui explique peut-être que c'est laborieux. Mais on a également l'équivalent pour les métiers et les activités artisanales, comme des ateliers. Donc là, il y a notre enquête 2019 en parallèle de mon visage. Donc, sur les 192 tiers-lieux qui ont répondu à notre observatoire l'an dernier, on recensait 172 coworking, 25 ateliers, 10 terres agricoles et 27 Fab Labs. Donc, il y a plein d'autres natures d'activités dans les tiers-lieux, mais c'est juste un petit aperçu. Et donc, voilà, il y a le côté tertiaire avec le coworking, le côté
artisanale avec les ateliers. Je laisserai Marc et puis Alexia parler un peu plus précisément des Fab Labs par la suite, mais grosso modo, c'est des lieux dans lesquels on peut venir fabriquer, prototyper tout un tas de petits projets. Et puis, on a l'équivalent de tous ces lieux en format terre agricole partagé, avec un accès aux outils, aux compétences, une transmission des savoir-faire, à la fois pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Tout ça, ça forme un peu les tiers-lieux. Et au-delà de ces grosses briques d'activité, on retrouve dans 97% des tiers-lieux en région tout un tas d'activités annexes, de services annexes. Ça va être du restaurant, du café associatif, des événements, bibliothèques. Certains sont effectivement espaces de vie sociale. Il y en a aussi qui sont espaces de médiation ou d'inclusion numérique. Et donc, certainement que sur la slide suivante, on va pouvoir le voir. En fait, je ne suis pas certaine, mais peu importe pour la slide qui va arriver. Ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a 23% des tiers-lieux qui proposent des activités d'inclusion numérique. Les Fab Labs, en tant que tels, dans leur ADN, font de l'inclusion numérique, plutôt extrêmement structurée, c'est leur cœur de compétences et leur cœur de métier. Mais les autres espaces que je vous ai cités auparavant, comme les espaces de coworking ou les cafés associatifs, peuvent aussi avoir des activités de médiation numérique qui sont plus ponctuelles et qui vont plutôt ressembler à des ateliers, des retours d'expérience, des petites conférences. Mais en tout cas, ils participent à cette diffusion de l'apprentissage numérique et on va plutôt être sur un apprentissage de premier niveau, j'ai envie de dire. C'est pas très joliment dit, mais ça va être effectivement comment accéder à mes droits, comment apprendre à utiliser une messagerie numérique ou les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les tiers-lieux font plein de choses, et notamment de l'inclusion numérique, et c'est pour ça qu'on est en lien avec Ubique notamment. Et donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question pour une première partie. On aura des questions-réponses, j'imagine, par la suite. Et si ma mémoire est bonne, vous allez pouvoir entrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation de ce que c'est que la coopérative et de ce que c'est qu'un tiers-lieu. Avant de laisser la parole à Marc, on va regarder Marc en vidéo. Alors, vous le voyez déjà en vidéo, mais on va regarder une vidéo de Marc pour présenter justement le Fab Lab Ben. Je suis l'un des fondateurs de l'association Bordeaux École Numérique, le Fab Lab Ben. J'ai un parcours très diversifié, allant d'électricien à entraîneur sportif, en passant par responsable informatique dans une grande entreprise. Quant à mon rôle au sein de l'association, je suis le directeur et je m'occupe de trouver et d'organiser les moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'association. L'inclusion numérique, c'est le fait de permettre à toutes et à tous d'accéder aux outils et aux droits qui sont offerts par les technologies numériques d'aujourd'hui. Notre structure est ouverte à tous. On présente et on forme sur les outils numériques de la découverte du poste de travail jusqu'à la fabrication numérique. Une fois formés, nous donnons accès à nos ressources et à nos outils pour que nos usagers puissent les utiliser dans leur quotidien. Fab Lab Ben, nous sommes un hashtag Fab Lab à vocation pédagogique, regroupant des compétences, des outils et surtout une volonté d'agir contre la fracture hashtag numérique et l'exclusion par le partage de ressources, le conseil et la formation sur le numérique auprès de nos jeunes et de nos pairs. Nos partenaires, donc on a l'ensemble des tiers-lieux du territoire,
avec lequel nous faisons corps. On met en commun nos ressources, nos compétences pour travailler ensemble. L'association ADEL et Pôle emploi pour aider les personnes en recherche d'emploi sur les questions liées au numérique. Notre lien avec la ville, le CCAS, le centre social avec qui nous travaillons. Ideocube, une entreprise bordelaise spécialisée sur l'impression 3D qui nous accompagne avec du partage de ressources et de compétences depuis la jeunesse de notre projet. Et bien sûr, les autres associations métropolitaines qui travaillent sur les sujets du numérique et de l'e-exclusion. La crise sanitaire a malheureusement mis un arrêt à nos actions, mais elle a aussi permis d'inventer d'autres moyens pour continuer via d'autres outils numériques, en distanciel. Nous avons aussi dédié notre atelier durant cette période au soutien aux personnes en première ligne, en réalisant la production et la distribution de visières anti-projection. Nous ne sommes pas encore très connus, mais nous sommes pleins de ressources et d'éléments à partager, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et venir nous rencontrer. Bonjour. Donc de Bonjour, vive Marc. voix. Donc Bordeaux École Numérique, c'est un Fab Lab. Donc le Fab Lab, c'est une notion qui est un peu encore aujourd'hui discrète. Plus que le mot, le Fab Lab, c'est un tiers-lieu particulier sur lequel on a des outils de fabrication numérique qu'on met à disposition. Et notre vocation, c'est surtout d'être un lieu de ressources où tout à chacun peut y trouver les outils pour les mettre en pratique dans leur quotidien. Dans notre société totalement numérique et qui se numérise de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir des lieux qui est pignon sur rue, accessibles au public, sur lesquels on peut poser tout un tas de questions sur justement et accéder à des ressources sur tout ce qui touche au numérique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que notre Fab Lab existe. Comme l'a souligné Chloé, on a la particularité d'être baigné dans le numérique et de faire des formations. Donc, on forme les gens qui en ont besoin sur les outils, quel que soit leur niveau. Donc, effectivement, ça peut aller de la maîtrise de l'outil informatique du poste de travail jusqu'à la fabrication numérique avec des technologies plus ou moins innovantes en fonction des besoins. Donc, nos formations, nos outils s'adressent vraiment à tout le monde, aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels qui seraient en recherche d'outils de fabrication. Le Fab Lab travaille sur plusieurs axes. Donc, notre axe principal, c'est un axe de formation et qui est transverse à toute la population, aussi bien auprès des jeunes, sur lequel on fait de la médiation numérique auprès de nos ateliers. On accompagne des professionnels et des personnes qui auraient besoin justement de médiation numérique. On a aussi une partie service parce que les professionnels n'ont pas forcément non plus le temps, donc on les aide en les accompagnant dans leurs projets et peut-être en diffusant aussi leurs projets. On travaille avec quelques inventeurs qui nous permettent ou à qui on permet de fabriquer leurs projets. Donc ça, c'est principalement sur la partie Fab Lab. Et donc aussi, on a l'Ergolab et l'Ecolab qui permettent de créer des adaptations et favoriser le recyclage et la notion éco-responsable de notre société actuelle. Sur la partie professionnelle, comme le disait Clélie tout à l'heure, on fait partie d'un nouveau hub qui est sur le territoire, qui est le hub Uber, qui nous permet justement de porter notre offre au niveau des professionnels et de professionnaliser aussi notre offre. Et d'ailleurs, dans les membres de ce hub, on retrouve aussi le Fab Lab de CapScience, avec qui on travaille de manière parallèle. On a des actions similaires, mais autant différentes qu'il peut y avoir de Fab Lab, parce que chaque Fab Lab
a son identité propre qui lui permet justement de faire réseau avec les autres. Du coup, je vais introduire justement par... Allô? Oui. Et je tenais à m'excuser auprès de tous nos auditeurs qui ont des difficultés avec le son, voilà, des coupures. Donc voilà, donc je présente toutes nos excuses. Il semblerait que ça va aller un petit peu mieux. J'ai une question pour Marc et on pourra peut-être reprendre après. Une question de Myriam Bellini qui nous demande qu'est-ce que vous entendez par fabrication numérique? Donc la fabrication numérique, c'est utiliser un... numérique qui soit 2D ou 3D. Donc on forme toutes les personnes à appréhender ces outils-là. Et ensuite, on met à disposition des machines de fabrication numérique, des CNC qui permettent de faire de l'usinage bois ou métal, des imprimantes 3D et de la découpe laser et de la découpe vinyle. Tous ces outils-là, on forme tout le monde dessus. Et une fois que vous êtes formé, dans nos Fab Labs, d'ailleurs, c'est valable pas que dans le Fab Lab Ben, ça vous permet de les utiliser pour fabriquer vos propres projets. De rien. Numérique, peut-être que Myriam découvre l'univers des Fab Labs et c'est peut-être pour cette raison qu'elle t'a adressé cette question. Est-ce que tu peux nous préciser très rapidement ce que c'est qu'une CNC? Est-ce que c'est qu'une imprimante 3D? Alors, effectivement, ce CNC, alors c'est Computer Numerical Command, c'est-à-dire piloter un outil à l'aide d'un ordinateur. Et donc, ça permet de faire une autre méthode de fabrication qui s'éloigne de la méthode traditionnelle, qui serait pour, par exemple, découper une planche, on va utiliser une scie sauteuse. Bah, là, c'est un peu différent. Pour découper une planche, on va avoir un plan qui va faire déplacer un outil de manière automatique pour pouvoir créer le même objet. Et d'ailleurs, ça me permet de repartir sur... Il y a d'autres tiers-lieux qui sont spécialisés sur des éléments plutôt traditionnels, qui utilisent des scies sauteuses et qui forment aussi sur la partie de fabrication qui ne soit pas numérique. Et sur la partie impression 3D, donc l'impression 3D, c'est une méthode de fabrication qui, contrairement à pas mal de méthodes qui prennent un objet brut et qui enlèvent de la matière pour pouvoir créer un autre objet, mais l'impression 3D, elle, va prendre de la matière et, par addition de couches successives, va permettre la création d'un autre objet. Des couches de plastique ou de différents matériaux, pas forcément uniquement des matériaux plastiques, mais oui, oui. Ok. On a beaucoup parlé des Fab Labs, Myriam, si vous nous écoutez pendant le confinement, parce qu'ils avaient cette capacité justement très rapide à venir découper, on l'a beaucoup vu, des visières en plastique avec justement des machines CNC. Donc très rapidement, ils pouvaient venir découper des feuilles de plastique, fabriquer avec des impressions 3D des sortes de serre-têtes justement, qui sont des couches qui sont des serre-têtes en plastique en fait, qui sont des différentes couches comme ça de plastique superposées les unes aux autres. Et on a assemblé ces choses-là, mais on peut fabriquer un nombre illimité de pièces. Merci Marc encore pour toutes ces précisions. Alors je laisse la parole maintenant à Alexia Saunois qui travaille également elle aussi dans un Fab Lab, mais à Cap Science. Alors, avant de te laisser la parole, Alexia, encore une fois, on va regarder une vidéo de présentation du Fab Lab. Bonjour Clément. Bonjour Alexia. On va se présenter tous les deux. Oui. Moi je suis Alexia, je travaille à Cap Science depuis déjà 12 ans. Et on travaille ensemble sur des projets au Fab Lab. Et toi, tu es ? Je suis Clément, le responsable du coup du Fab Lab. Donc un Fab Lab c'est quoi? C'est un laboratoire de fabrication qui est un atelier partagé et qui a une particularité, c'est qu'on va mettre à disposition des machines à commande numérique type imprimante 3D, découpe laser, etc. Et ça c'est des outils qu'on va utiliser dans plein de choses différentes et plein de formats différents, mais au service du public. Voilà, et à Cap Science, ça fait environ 5 ans, 6 ans que le Fab Lab a ouvert.
C'est assez nouveau pour nous. Particulièrement, ce qu'on voulait un peu présenter pour Aginum 2020, c'est qu'on développe des projets au Fab Lab qui vont intéresser des jeunes et peut-être des moins jeunes sur leur parcours d'insertion professionnelle. Voilà, donc on a travaillé déjà depuis plusieurs années avec la Fondation Orange, on travaille aussi avec Pôle emploi, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces projets? Oui, c'est des programmes en fait qui ont pour vocation un peu à remobiliser ces groupes et à leur redonner surtout confiance en soi. C'est le gros levier qu'on voit sur le parcours qu'ils ont avec nous. En gros, on va leur faire découvrir ce qu'est un Fab Lab. On peut faire avec les machines, on leur fait une grosse initiation, voire formation, en fonction du temps qu'ils ont avec nous. Et on leur fait travailler un projet de A à Z qu'ils conçoivent. Donc c'est des projets qui sont collaboratifs et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va les amener à se tromper tout au long de ce parcours-là de fabrication. Ils sont novices, tout le monde est au même niveau. Et ils vont découvrir les outils de conception 2D, 3D, un peu de programmation. Ils doivent piloter les machines et puis après construire leur projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est très valorisant parce que c'est eux qui amènent leur production jusqu'au bout. Et on les amène aussi à documenter le projet qu'ils ont mené ensemble et à également à le présenter avec du public. Donc ils doivent valoriser leur action et se mettre un peu en scène, ce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire. Donc on voit que c'est aussi assez facilitant pour eux parce qu'ils sont dans un cadre qui est bienveillant. C'est un petit cocon, on les met très à l'aise. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de sachant, pas d'apprenant. C'est on fait ensemble et on apprend ensemble. Donc on se met au même niveau qu'eux, ce qui leur permet de vraiment se lâcher et y aller. Oui, et donc c'est vraiment ce que permet le Fab Lab, le fait aussi de pouvoir se retrouver ensemble, de communiquer. Et puis on est aussi là pour acquérir de nouvelles compétences. Ouais. Voilà, donc bon, on va pas tout dans les détails, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pendant la crise, puisqu'on avait cette question-là un petit peu, la crise du Covid nous a obligés à arrêter l'activité. Oui, complètement. Donc on a fermé le Fab Lab parce qu'on ne pouvait pas accueillir les publics dans des bonnes conditions. Enfin, même le bâtiment de CapScience était fermé. Par contre, nous, on a complètement réorienté, on va dire, notre métier. Ouais, on a créé une petite usine au final, parce qu'on peut appeler ça comme ça, qui a permis de fabriquer 25 000 visières pour les publics et les travailleurs qui en avaient besoin durant le manque en fait, de protection qu'il y avait sur le territoire. Donc voilà, on a fait ça pendant pas mal de temps. C'était un super projet aussi que bien sûr j'ai suivi. Bon, et il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Rendez-vous la semaine du 24 août pour en savoir plus sur les projets du Fab Lab et les projets avec des jeunes ou voilà, sur les parcours d'insertion professionnelle. Voilà, on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Voilà. À bientôt. N'hésitez pas surtout à venir dans les Fab Labs pour découvrir ce que c'est en vrai parce que c'est ça qui sera le plus parlant. Voilà. À très vite. Au revoir. Merci pour le signal. La vidéo était brute de décoffrage, mais ça a peut-être permis de revenir et de redécouvrir un peu un autre Fab Lab, un autre univers. Comme disait Marc juste avant, en fait, le Fab Lab de CapScience a sa propre identité. Déjà, il se trouve dans un centre de sciences, donc c'est un Fab Lab qui est plutôt dédié, plus axé à la médiation et puis à faire connaître justement l'univers des Fab Labs au plus de public possible. Justement, l'idée, c'était aussi un peu de pouvoir présenter les actions, une partie des actions qu'on mène au Fab Lab. Et Clément l'a un peu présenté dans cette vidéo, c'est les parcours qu'on propose donc à des personnes qui vont venir passer un temps au Fab Lab entre 2 et 3 semaines, qui va leur permettre de se remobiliser sur leur parcours professionnel, de reprendre confiance en eux, voilà, sur leurs compétences et d'acquérir des compétences aussi liées au numérique. Puisque Marc le disait très bien, dans les Fab Labs, en fait, ce sont des ateliers de fabrication dans lesquels on a des machines à commande numérique. Donc l'intérêt, c'est que ces lieux sont des véritables lieux d'apprentissage par le faire. Et d'ailleurs, n'importe qui, chaque usager qui va venir au Fab Lab va pouvoir expérimenter avec les machines et prototyper. Ça fait qu'à chaque fois, on fabrique évidemment des choses dans des Fab Labs. Et on peut fonctionner par étapes de fabrication. Donc, on a tout de suite la réalisation d'un objet concret. Donc, c'est un formidable outil, le Fab Lab, pour nous, pour travailler, et pour beaucoup d'acteurs, pour travailler avec tout type de public sur ces questions d'apprentissage.
Dans un Fab Lab, on trouve aussi beaucoup de collaboration, on travaille beaucoup en groupe et en collaboratif. Donc ce sont aussi des choses qui viennent un peu décaler les méthodologies d'apprentissage plus scolaires, et on travaille aussi pas mal avec des groupes scolaires sur ce biais-là. Voilà, donc c'est un peu l'intérêt aussi de ces lieux en termes d'apprentissage. Je reviens sur le côté vraiment d'acquisition de compétences numériques. À CapScience, chaque personne qui réalise les stages dont je parlais va pouvoir acquérir en fait des badges qui viennent un peu formaliser finalement, en tout cas, et faire prendre conscience que, j'ai pris conscience que je savais faire marcher une machine à commande numérique, une découpeuse laser, une imprimante 3D. Ça, en général, d'ailleurs, on s'en aperçoit assez facilement quand on y arrive. Par contre, au Fab Lab, on apprend plein d'autres choses, et puis on peut retravailler plein d'autres choses, de la gestion de projet à la communication, au faire ensemble, etc. Donc, c'est aussi des lieux où on peut revenir vraiment réactiver et se renforcer en fait sur certains domaines. Donc, en ce sens, ce sont des lieux où on va vraiment pouvoir travailler sur le numérique. Voilà, il y avait vraiment cet aspect-là. Je rajouterais aussi que les Fab Labs, ce sont des lieux où on travaille vraiment en partenariat. On n'est jamais tout seul. Bien sûr, il y a l'équipe des femmes managers, mais on travaille toujours avec des partenaires. Particulièrement sur ces programmes, on a travaillé depuis 5 ans avec la Fondation Orange pour réussir à calibrer un parcours, justement, pour les jeunes. On travaille aussi avec Pôle emploi, les missions locales, l'école de la deuxième chance, etc. Et c'est grâce à ce travail de partenariat qu'on arrive à pouvoir réaliser aussi au mieux toutes ces actions. Je dirais, peut-être je ne vais pas être trop longue parce qu'on essaye de se répartir un peu les choses. Juste revenir sur cette idée aussi que les Fab Labs fonctionnent en réseau. Ce sont des lieux de fabrication qui ont une charte, mais justement qui partagent les mêmes outils. Donc on peut véritablement échanger des fichiers et des compétences aussi entre Fab Labs. Et tout à l'heure, Marc en parlait, une des formalisations des collaborations qu'on peut avoir entre Fab Labs et qui est en train de se créer en ce moment, c'est le hub Uber, qui est un des hubs dont parlait Clélie tout à l'heure sur le territoire, qui est porté par la communauté de communes de Montesquieu et Eureka Lab, et qui va permettre aussi de renforcer un peu cette professionnalisation des acteurs qui travaillent dans les Fab Labs sur ce hub. Voilà, j'ai essayé de brosser assez rapidement. Daniel qui intervient. J'ai 2 petites questions là, qui ont été posées en direct. La première de Leslie Tabourdeau qui nous demande si vous pouvez citer, alors elle s'adresse aussi bien à Alexia qu'à Marc d'ailleurs, si vous pouvez citer quelques types de projets sur lesquels vous avez accompagné du public. Des projets de fabrication, j'imagine, peut-être sur quel type de fabrication sur Ça concerne des Fab Labs, donc ça concerne plutôt les fabrications. Okay. Alors, en général, nous, on a plusieurs types de projets. Sur les projets de stage sur lesquels je parlais, dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment sur un cahier des charges et une fabrication d'un objet qui est toujours un peu la même. Et les objets sont toujours différents, évidemment, après, en fonction de chaque usager, de chaque personne qui va les fabriquer. On est souvent sur la production de luminaires. On a travaillé aussi, toujours avec la Fondation Orange d'ailleurs, sur la fabrication d'une boccia. La boccia, c'est un handisport. Donc, c'est un jeu de pétanque pour les personnes en fauteuil principalement. Et la problématique qui peut se poser pour un licencié de boccia, c'est que la rampe qui sert à envoyer la boule, finalement, coûte très cher. Voilà, donc on a essayé de prototyper des boccias. On a réussi à atteindre un premier stade d'une boccia fabriquée au Fab Lab qui a été diffusée sur le SAM et sur le handisport départemental. Voilà, il faut qu'on continue ce projet-là à le travailler. C'est le principe des Fab Labs, par étapes. Je sais pas mal. Assez brièvement, parce que je vois que le temps passe. Myriam Bellini qui nous demande quel est le coût d'accès à un Fab Lab.
Donc pareil pour Marc ou pour Alexia. Alors, à CapScience, en fait, le coût d'accès, on en a deux. On fonctionne toujours. Alors, déjà, là, je parle du coût d'accès en abonnement. On a des abonnements mensuels, des abonnements annuels. Un abonnement mensuel autour de 30 €, un abonnement annuel autour de 200 €, lequel comprend des formations en machine, puisqu'un usager dans un Fab Lab doit pouvoir acquérir l'autonomie, utiliser petit à petit, évidemment en étant accompagné, mais finir par utiliser les machines seules. Après, on a d'autres actions qui sont ou gratuites ou qui n'ont pas du tout d'accès tarifé. Mais l'accès usager, c'est ça. De notre côté, c'est à peu près les mêmes ordres tarifaires avec des accès machines et des formations. On fait aussi des ateliers pour les jeunes sur la partie pas médiation numérique, mais plutôt initiation technologique sur les enfants entre 8 et 16 ans, sur lequel on mène des ateliers qui sont eux aussi qui sont payants en fait. Donc il y a une partie adulte qui sont à peu près sur les mêmes gammes tarifaires que CapScience, et une partie enfants qui sont par trimestre. Puisque nous, on a aussi toute une activité d'ateliers qui vont être plutôt de la découverte du Fab Lab, en effet, qui sont accessibles pour des tarifs beaucoup plus bas. On va être autour de 3 € la séance. Voilà. Donc, mais là, on est plus sur de la découverte plutôt que de l'usage du Fab Lab. De nos deux Fab Labs, on mène des actions de découverte des Fab Labs de manière régulière. Ce sont des événements qu'on appelle les Open Labs. Et en fait, on ouvre notre atelier à tout le monde pour qu'ils puissent venir voir comment ça se passe chez nous. C'est ça. Et c'est gratuit et c'est obligatoire dans la charte des Fab Labs d'avoir des temps qui sont ouverts à tous et gratuits pour tous pour que tout le monde puisse venir découvrir. Exactement. Ça en est fini des questions, Daniel? Je suis ça de près. Vous entendez peut-être un peu de brouhaha. J'ai l'impression d'être au milieu des enfants. Avant cet événement, j'adorais les enfants. Maintenant, beaucoup moins. Donc voilà. C'est le problème à CapScience. Merci en tout cas, et merci à vous toutes et à vous tous pour ces interventions et la présentation de vos différentes structures et surtout des enjeux auxquels elles font face. On en discutait en préparant un petit peu cette table ronde avec nos 4 invités aujourd'hui, et on s'est rendu compte que dans un certain sens, la crise du Covid-19 qu'on a traversée et malheureusement qu'on traverse encore aujourd'hui a agi comme une sorte de révélateur de l'importance des tiers-lieux, des Fab Labs et peut-être aussi des hubs qui sont des structures coordinatrices de ces différents acteurs. Moi, j'aurais voulu écouter nos intervenants, notamment sur un projet qui a pris place en Gironde et qui s'appelle le projet Homemade, qui a notamment été géré par la coop des tiers-lieux, qui faisait un travail d'ingénierie, me semble-t-il, administrative pour des Fab Labs. Est-ce que peut-être, Chloé, tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ça. Mais du coup, on peut peut-être juste continuer en disant que sur ce fameux projet Homemade, aussi bien CapScience que notre Fab Lab, donc à tout niveau confondu, on y a participé. D'ailleurs, au balbutiement de cette mise en place, j'avais moi échangé avec Lucie Légron, qui est l'une des responsables de la coop tiers-lieux, qui justement a pris en charge toute cette partie administrative qui a permis justement au Fab Lab de se concentrer sur la partie fabrication. Donc, CapScience parlait dans la vidéo d'une fabrication de 25 000 visières. Donc, nous, on est un peu plus modeste. On était dans les alentours de 7 000 visières. Et tout ça, ça a été coordonné et par des mises en relation. Moi, j'avais échangé avec Clément justement sur les modes de fabrication, sur comment on pouvait travailler. On a chacun travaillé avec nos propres matériels. Et effectivement, on a été soulagé de toute la partie administrative grâce à l'intervention de la coopérative tiers-lieux. Et du coup, vas-y, Marc. Chloé va pouvoir finir. Oui, c'est ça. Et juste pour rebondir, oui, peut-être pour donner un peu
le côté à Cap Science, c'est vrai qu'on est parti là, nous aussi dans cette aventure. Il y a eu pas mal d'acteurs qui ont participé à cette fabrication de visières. Et puis il y a eu notre voisin aussi du garage moderne, j'en profite pour un petit clin d'œil, qui fait un super boulot vraiment sur tout le quartier. Et qui du coup, je vais peut-être parler d'une autre initiative dont, pour le coup, Ubique, on a été... Ah, pardon. Laisse parler Alexia. je l'entends pas, pardon. Qui s'est vraiment beaucoup engagé sur la production de visières et sur cette partie de fabrication numérique aussi. Ouais, Vas-y Clélie, tu peux y aller maintenant. Ok, oui, excusez-moi, j'ai aucun retour d'Alexia. Oui, pour compléter un peu le propos sur le contexte, enfin la crise sanitaire et les acteurs qui se sont donc mobilisés pour répondre aux urgences et accompagner le public au mieux. Nous, l'équipe Ubique s'est mobilisée autour de la plateforme et du centre d'appel Solidarité numérique. Donc, vous pouvez encore découvrir, il y a un certain nombre de ressources pédagogiques et de tutoriels qui sont encore disponibles sur la plateforme, donc solidariténumérique.fr, qui a été impulsée par la coopérative La Mednum, qui regroupe tous les acteurs de la médiation numérique en lien avec l'État et avec des milliers de Français qui ont pu du coup être accompagnés sur des problématiques numériques et d'accès aux démarches administratives pendant le confinement et aussi pendant toute la période qui a suivi. Merci beaucoup Clélie. Alors Chloé, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux finir? Est-ce que tu te souviens de l'endroit où tu t'en es arrêté? Est-ce que tu peux compléter un peu ce que tu disais par rapport justement à la gestion du projet Homemade par la coop Tiers-Lieux? Toujours de Leslie Tabourdeau. Alors, pour ne pas dénaturer sa question, je vais la lire complètement, qui nous dit « Pardon de pointer l'éléphant au milieu du salon, mais vous envisagez comment la continuité de vos activités à la rentrée dans le contexte sanitaire actuel ?» C'est peut-être pas le sujet, hein, donc si vous avez deux mots à dire, je pense qu'on a... Et on est peut-être... En tout cas, nous, de notre côté, on va continuer nos activités, c'est-à-dire qu'on va les mettre en place en suivant les directives qui sont données sur les gestes barrières, les protections nécessaires et le nombre de personnes dans nos ateliers. Donc, on va... en fait, notre essence même, c'est de savoir aux besoins du public. Donc là, on va juste continuer à rendre les mêmes services, mais en s'adaptant, en utilisant les gestes barrières, minimiser le nombre de personnes en réunion dans le même espace, et ainsi de suite. Continuer l'activité dans le respect de ce qui est possible de faire, dans le respect des gestes barrières, et voilà. En tout cas, voilà, juste on s'adapte aussi en changeant un petit peu nos formats d'animation. Si je peux aller plus loin aussi, on joue moins sur la manipulation dans le Fab Lab, notamment quand on est sur la découverte. Et je pense aux ateliers qu'on a les jeudis matins pour des groupes de jeunes adultes. Théoriquement, ils réalisent systématiquement un objet. Eh bien, on va adapter le chemin d'animation. Il n'y aura plus de manipulation sur ordinateur. Voilà, forcément, comme dit Marc, on s'adapte. On perd probablement des choses, mais on en gagne d'autres. On apprend aussi à pouvoir peut-être travailler sur des présentations à distance. Voilà, ce qu'on a pu vraiment tous expérimenter, mettre en place durant le confinement. On peut travailler aussi, c'est pareil, on a un Fab Lab itinérant à Cap Science, donc on est quand même soumis exactement aux mêmes problématiques. On adapte nos animations, mais voilà, donc pas mieux à dire. Si tu nous entends bien, Clélie, ou si tu as entendu ce que disait Alexia. Malheureusement, je n'entends pas du tout Alexia, mais... Elle parlait de comment elle a adapté les activités du Fab Lab à un contexte post-crise ou pré-crise, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Mm. Mais en tout cas, je pense que toi, du point de vue du hub UI, vous avez assuré ce suivi permanent des acteurs qui sont les composantes du hub et vous avez, du coup, ça ne change rien dans votre activité, bien au contraire. Complètement. En fait, nous, l'impact qu'a pu avoir cette crise sanitaire, ça se retrouve au niveau finalement. C'est vrai qu'on parlait jusque-là beaucoup de la fracture numérique sur les usages et on avait remis un peu de côté les premiers niveaux de fracture sur l'équipement et la connexion. Au final, cette crise sanitaire, pour les questions d'accès aux droits, de continuité pédagogique, ont remis en fait cette question au centre et on remis en fait la priorité. En fait, aujourd'hui, si on veut, on peut faire l'accompagnement à distance, mais pour cela, encore faut-il être connecté et équipé, notamment dans les familles nombreuses où il n'y a qu'un seul ordinateur, pouvoir avoir un équipement suffisant, avoir aussi une connexion qui permet, comme on le constate d'ailleurs aujourd'hui, de pouvoir avoir accès justement ensuite à Internet. Voilà, c'est là pour le coup, c'est des sujets qui ont été remis au centre, sur lesquels on lance des groupes de travail. On travaille avec un certain nombre de nos partenaires pour pouvoir avoir une solution qui soit un pack, on va dire, équipement, mais aussi accompagnement sur la prise en main et accompagnement sur les usages. Et je sais que, par exemple, notamment, Marc Fontaine a travaillé là-dessus avec Bordeaux Métropole. Tout à fait, on est en train de travailler dessus, en fait. Tu peux nous en dire plus peut-être, Marc, sur quel type d'équipement sur lequel vous travaillez? Pour l'instant, le projet qui est en cours d'être mis en place, c'est de permettre à des personnes d'accéder à des outils, mais pas seulement, parce qu'on se dit que l'outil ne fait pas tout, il faut qu'aussi ces personnes soient accompagnées dans la mise en œuvre, l'usage, qu'on est en face de personnes qui sont sensibles et fragiles vis-à-vis du numérique. Donc, on va proposer une formation sur les outils qui seront inclus dans le matériel et un accompagnement après, a posteriori, de manière à pouvoir les accompagner, peut-être pas tout au long de la vie pas tout au long de mais les accompagner sur une période de prise en main pour pouvoir qu'ils puissent transposer et utiliser cet outil dans leur quotidien. Merci beaucoup, Marc, pour ces précisions. Alors, il y a d'autres écrans un peu partout là, sur nos différents bureaux. Chloé me dit qu'elle s'excuse, elle n'arrive plus du tout à se connecter. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe du côté de la coop des tiers-lieux, de la coopérative des tiers-lieux, pour en savoir plus sur leurs activités. Peut-être, Daniel, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Alors, non, pas dans les médias. On a parlé il y a eu quelques échanges. Apparemment, les Fab Labs font toujours rêver avec des outils fantastiques. On a parlé d'imprimantes 3D alimentaires avec du chocolat. Voilà, donc on a besoin de se remonter un peu le moral dans cette période de rentrée avec la crise sanitaire qui nous attend. Donc voilà, le chocolat est là pour ça, donc c'est un élément important. Je voulais revenir peut-être sur ce qu'a présenté Marc, sur les équipements. Donc, est-ce que quel est l'état d'avancement? Est-ce que d'où vient cet équipement? On peut peut-être en dire un peu plus. Alors, je connais un peu le sujet parce que je participe avec Marc. Je fais comme ça l'innocent, mais je participe avec Marc sur ce sujet-là et ce projet-là. Donc voilà, si on peut citer des partenaires, on peut aussi aller un peu plus loin sur la mise en place de ces ordinateurs, peut-être. Marc a l'air d'avoir disparu. Marc a l'air d'avoir disparu. Vous avez vu, on n'est pas à l'abri, même en étant directeur d'un Fab Lab,
de l'exclusion numérique pure et simple de cette conférence. Mais Marc l'est, voilà. Revoilà Marc. Marc, donc tu as parfaitement entendu tout ce que je viens de dire, donc je t'en prie, répète. Non, voilà. Outils pour se connecter, donc ça fait suite directement à la crise que nous avons subie et au déficit de matériel. C'est vrai que si les gens sont connectés à la maison, ils sont souvent aujourd'hui connectés avec un smartphone et c'est pas toujours compatible avec les devoirs à la maison, avec certaines tâches réalisées. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas cité, tu n'as pas cité les partenaires avec lesquels tu travaillais, mais on peut aller plus loin que ça. Hein. Il nous reste 2 minutes, donc on est large. On peut, voilà, si tu veux nous en dire un petit peu plus, avec plaisir. Donc, du coup, dans les partenaires, il y a Daniel et Gilles qui sont dans la boucle, ainsi que Mathieu. Daniel Pénicaud et Gilles Massini. Voilà, Daniel Pénicaud, Gilles Massini et Mathieu de Liège, sur lequel on mène. Non, mais je sais bien, pas du tout. Non, mais c'est parce que c'est vrai que ce projet-là, il a quand même été à votre initiative. Nous, on est arrivé sur le projet en partenariat avec vous et ainsi qu'avec Ecomicro. Ecomicro a la particularité de nous permettre d'avoir du matériel reconditionné qui a 2 avantages. Un, de permettre d'avoir du matériel à faible coût qui est révisé, garanti. Et en plus, comme c'est du recyclage, on rentre dans... on met le pied dans un petit cercle vertueux qui permet de limiter l'impact environnemental aussi. Voilà. Et donc, du coup, c'est la cohésion de l'ensemble de ces acteurs. On parlait tout à l'heure de faire cohésion et de mener des actions ensemble. Et ben, c'est un bon exemple en fait de cette fédération. D'accord, merci. J'ai une dernière question, mais je ne sais pas si quelqu'un veut conclure peut-être sur la table ronde, parce qu'on me demande le programme de la suite, donc je vais conclure avec ça. Je ne sais pas, je vous laisse la parole si vous avez un mot d'espoir pour qu'on travaille tous ensemble. En tout cas, de mon côté, le mot, ça va être venez nous voir, soyez curieux et n'hésitez pas à franchir nos portes. Voilà. Les Fab Labs n'ont pas forcément pignon sur rue, de temps en temps sont difficiles d'accès. Il ne faut pas hésiter à y venir, vous y serez toujours accueillis et bien accueillis dans n'importe quel Fab Lab. On partage la même charte. Pour compléter ce que tu dis, Marc, n'hésitez pas, ton message, je crois, s'adresse aussi à des structures, pas uniquement à des personnes, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure des MSAP, des structures de quartier, des maisons associatives, des centres sociaux, des espaces de vie sociale qui souvent se disent mais qu'est-ce que j'ai à voir moi avec un Fab Lab? Vous êtes également, enfin CapScience et ton Fab Lab peuvent vous déplacer, intéresser d'autres structures à ce que vous faites et vous pouvez surtout mettre en place des activités qui sont transversales à différents types de lieux. Et de l'autre côté, Clélie, toi tu as ce rôle de dire on est en capacité nous d'animer des opérations multipartenariales entre différents types d'acteurs pour que justement de nouveaux types d'activités autour du numérique plus inclusif émergent. Clélie, Oui, j'ai un petit retard de retour. Oui, en effet, et je pense qu'encore une fois, pour prendre des exemples concrets, dans le cadre de l'accompagnement de marques, on est régulièrement en lien sur différents dispositifs, sur des mises en réseau. On peut citer, par exemple, là, très récemment, la Poste, mais également, on l'a conseillé, par exemple, sur Fabrique de territoire. On l'a mis en réseau avec plusieurs autres acteurs.
Et voilà, vraiment, en fait, notre rôle, c'est pareil. Je vais lancer un message comme Marc. Si vous menez des actions d'inclusion numérique, vous avez besoin d'être outillé, accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. On a différents dispositifs, mais on commence toujours par un premier entretien pour bien comprendre les besoins et pouvoir bien orienter, outiller, conseiller au mieux les projets. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup Clélie, merci Daniel, Alexia et Marc et Chloé qui nous a quittés. Merci à Olivier pour cette technique sans faille de ce live d'1 heure autour justement de cette dynamique de collaboration entre les hubs numériques inclusifs, les tiers-lieux et les Fab Labs. Daniel, je ne sais pas à qui on laisse la place. Je crois qu'il est 17h, on laisse la place à personne. Oui, il est 7h. Juste, alors moi, je remercie tout le monde. J'ai 2-3 questions qui ne vous concernent pas directement, qui concernent le déroulement. Donc, je tiens encore à renouveler nos excuses pour les petites coupures. Un grand merci à Chloé qui a disparu. Juste un petit mot. Merci, au revoir. Vous pouvez vous déconnecter. Moi, je reste. Si on m'octroie 30 secondes, quelques questions. On me demande si le quiz, il faut répondre chaque jour. La réponse est non. C'est une seule fois. De toute façon, je crois que quand vous avez répondu et enregistré votre réponse, vous ne pouvez plus participer. On me demande également la suite du programme. La suite du programme, ce soir, c'est repos. Donc, c'est reprise demain matin. Vous aurez, alors, vous avez tout le programme sur le site Inclusion Numérique. Donc, vous avez les traditionnels petits ateliers de 30 minutes avec la Ligue de l'enseignement, Proxy Santé, les promeneurs du net, le Wi-Fi public, l'unité mobile pour les habitants et le guide métropolitain des lieux ressources. Voilà. Et puis, vous retrouvez les rendez-vous d'1 heure à 16h, de 16h à 17h. Il y a 2 rendez-vous demain également, demain soir. Vous en aurez une dans la salle Montesquieu sur comment réduire les coûts d'accès. Ça peut être un sujet très intéressant que tout le monde attend. Comment réduire les coûts d'accès d'une connexion Internet de qualité pour les plus démunis, avec comme participant à peu près un représentant de tous les grands opérateurs sur notre territoire. Et puis, dans la salle Montaigne, un autre sujet, également sur un atelier d'1 heure avec, au-delà de notre métropole, comment l'inclusion numérique est-elle abordée. Voilà, donc encore des sujets passionnants. Voilà, je remercie tout le monde. La technique qui a souffert un petit peu à cause de nous. Voilà. Donc, merci encore et bonne fin de journée. Merci à tout le monde.